On se retrouve dans Punchline sur CNews et Europe 1 et je peux vous assurer que pendant la coupure pub, le débat était très vif sur le plateau. C'est là que c'était bon, il y a des choses importantes qui ont été dites. Bon, maintenant on va parler de Jean-Luc Mélenchon. Donc déjà, on va l'écouter parce qu'il est en train de jouer une partition assez intéressante au sein du nouveau Front populaire. On va écouter ce qu'il a dit, alors notamment sur l'antisémitisme, parce qu'il a lié l'antisémitisme à l'islamophobie. Il a vraiment fait un lien direct entre les deux. Écoutez ce qu'il a dit. C'était ce week-end. C'est une honte d'avoir instrumentalisé ce combat. Bien sûr, il faut lutter contre l'antisémitisme et le programme du nouveau Front populaire le prévoit avec précision. Et bien sûr, il faut lutter contre l'islamophobie qui concerne des millions de nos compatriotes montrés du doigt d'une manière abjecte. Et oui, le programme du Front populaire, pour la première fois, comporte le mot islamophobie pour le condamner. Voilà déjà la prise de conscience que le Front populaire porte devant le peuple français. Jean-Luc Mélenchon qui fait le lien entre l'antisémitisme et l'islamophobie. Rachel Kahn. C'est à vomir. C'est à vomir. Depuis 10 mois, ces prises de parole sont abjectes et qui fait ce lien pour nourrir une concurrence des victimes, au fond. Donc pour faire une hiérarchisation, de mettre les personnes dans des cases et au fond les déshumaniser. Et puis pour écrire l'histoire avec une gomme, c'est que l'antisémitisme a une résonance particulière en France. Après avoir bien souligné au Stabilo que c'est cet antisémitisme qui monte, qui concerne 0,6% de la population et 90% des agressions, en réalité, sur les questions de discrimination, que ça, c'était résiduel. De faire ce parallèle entre antisémitisme et islamophobie, simplement pour des questions électorales, réveiller des colères, et une nouvelle fois, en sous-texte, derrière, on sait très bien ce qu'il y a. C'est toujours l'esprit de la charte du Hamas qui sont derrière ces propos-là. François-Olivier Gisbert, à quoi il joue? Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est très simple, regardez. Ça n'a rien à voir, l'islamophobie et l'antisémitisme. Quand on regarde, l'islamophobie, c'est critique d'une religion. Et antisémitisme, c'est critique d'un peuple. Donc, ces deux choses n'ont rien à voir, mais il les met ensemble. Pourquoi ? Il les met ensemble parce qu'il travaille, évidemment, c'est totalement électoral et électoraliste, comme le disait Rachel, c'est-à-dire c'est pour choper cet électorat musulman. D'ailleurs, ça lui a bien réussi aux européennes, il faut bien dire. Quand on regarde les chiffres de très près, c'est très fascinant. Ça a très bien marché, et puis après, il va agglomérer, il va essayer de trouver d'autres petits apports. Parce qu'il construit comme ça, je dis toujours, Mélenchon, c'est un maçon, vous voyez, il va chercher, voilà. Mais ça, c'est la base. La base, aujourd'hui, elle est clairement musulmane, islamiste aussi, et musulmane. C'est ça son truc. Et si vous voulez, ce qui est... Parce qu'il y a quelque chose d'abject dans tout ça, c'est quand même de mettre sur le même plan les deux choses qui n'ont pas de rapport déjà. Et en plus, quand on regarde les actes antisémites et les actes islamophobes, ça n'est pas du tout... il y a 3 fois plus d'actes antisémites pour une population 10 fois moins importante. Alors, j'ai pas les qualités d'arithmétique. Alexandre va nous faire... Moi non plus. Une table de multiplication va nous rapporter ça, mais il y a quand même il y a 1000 actes islamophobes pour 6 millions de personnes à peu près. Bon, les musulmans, on peut dire que c'est à peu près ça le nombre. Et 3000 actes antisémites pour 600 000 personnes dans la communauté juive. C'est quand même énorme la différence. Mais on nous parle pour lui, le vrai sujet, c'est uniquement l'islamophobie. Alexandre et Arnaud. Que la critique de religion. Non, mais je ne vais pas faire le calcul parce que je suis aussi bon en maths que vous, mais je vais abonder dans le même sens en ajoutant qu'en plus les faits ne sont pas de la même nature. Alors bien sûr, il faut condamner tous les racismes, mais il y a aujourd'hui un racisme qui tue. On a eu l'affaire Ilan Halimi, l'affaire Sarah Halimi, on a eu Mohamed Merah. Donc aujourd'hui, ceux qui se font tuer sur le territoire français, ce sont les juifs, ce ne sont pas les musulmans. Heureusement qu'on n'a pas ce problème-là en plus avec les musulmans, mais il faut être réaliste. Et donc il n'y a pas de racisme anti-musulman important dans ce pays. Et ce qui est intéressant, c'est que le concept d'islamophobie a quand même été popularisé par l'ayatollah Khomeini en Iran.
temps justement pour mobiliser les troupes et interdire... Après son séjour en France. Et interdire toute critique de l'islam et même de l'islamisme. Donc, je ne sais pas si c'est l'ayatollah Mélenchon, mais ça y ressemble. Et dernière chose, je parlais de recomposition politique. Je crois qu'elle est profonde. Le RN s'est imposé grâce aux classes populaires, notamment de la France périphérique et de la ruralité, même s'il a élargi sa base électorale. Et Mélenchon part aussi de la sociologie électorale. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la gauche, c'est effectivement les banlieues islamisées et les centres-villes woke, notamment les jeunes. Et ça va être la base électorale, hélas, de la gauche pendant longtemps. Et c'est ce qui est inquiétant. Je pense qu'ils ne sont pas en mesure d'arriver au pouvoir là, mais dans quelques années, c'est... Arnaud Benedetti et ensuite Joseph. L'intersectionnalité, en l'occurrence, la convergence des luttes. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir quand Mélenchon a basculé. Il a basculé après 2017. Quand finalement on lui a vendu l'idée que pour réussir à se qualifier pour le second tour, c'est Coquerel qui lui a vendu, il lui fallait 600 000 ou 700 000 voix. Et que ces 600 000, 700 000 voix, où est-ce qu'on allait les chercher ? On allait les chercher dans les quartiers. Donc là, on a vu le glissement de Mélenchon, clairement adopter une stratégie qui est une stratégie en effet totalement communautaire et bien évidemment clientéliste. Mais enfin, il y avait une partie de la gauche aussi qui était responsable de ça depuis très longtemps. Parce que le remplacement, finalement, des classes ouvrières par un peuple nouveau, c'est la fameuse note, vous savez, de Terra Nova, l'année 2000, ça a été théorisé en 2012. Je veux dire, donc il s'inscrit aussi là-dedans. Mais ma question, c'était à quoi joue Jean-Luc Mélenchon ? Parce que là, il est en train de dynamiter le Front populaire. Parce que Fabien Roussel a dit, mais il n'est pas question que ce soit lui qui soit le Premier ministre, si jamais la gauche l'emportait aux législatives. Manuel Bompard soutient évidemment Jean-Luc Mélenchon. On a l'impression qu'il veut semer la zizanie en réalité. Il sème pas la zizanie, c'est le patron. Il veut les écraser. Mais non, mais attendez. Non, mais la réalité des choses. On regarde les chiffres, on a tous fait ça. On regarde, c'est lui qui aura le plus grand nombre de députés. Bon, après, pour discuter, c'est facile. Absolument, car il a été dit là aussi que il y avait beaucoup de circonscriptions, mais qu'une grande partie n'était pas gagnable. Je suis allé regarder, c'est totalement faux. C'est-à-dire qu'elles sont en plus gagnables. Et très souvent, d'ailleurs, ils reprennent, il arrive qu'ils reprennent sur des députés verts écologistes sortants. Donc, franchement, ils sont gagnants à tous les coups. Ils sont gagnants à tous les coups. Ils croient être gagnants, parce que la fin de l'histoire, c'est qu'ils se feront bouffés par l'islamisme. Ah oui. Ils se feront bouffer par la révolution iranienne. Voilà. C'est-à-dire, disons les choses, ce sera la fin de les frères musulmans, parce que tout ça, c'est la stratégie des frères musulmans, bien entendu, une organisation, une sorte de secte, enfin, c'est devenu maintenant une énorme, qui veut prendre, qui a d'ailleurs commencé à marquer quand même des points énormes en Belgique, en Écosse, etc., et puis qui s'intéresse à la France, au Parlement et à l'Allemagne, européen. etc. Et il faut toujours dire, pour terminer ta phrase, Joseph, c'est que les frères musulmans, un jour, vont reprendre possession de leurs biens. Oui. Et donc, ils reprendront le pouvoir dans la France insoumise. Sinon, ils feront leur parti à côté, mais vraisemblablement, ils reprendront le contrôle un jour de la France insoumise, où, comme vous l'avez remarqué sans doute, ils sont très peu présents, contrairement à ce qui se passe, par exemple, en Belgique. Alors, dernier mot, après on parle de Gabriel Attal. Un petit mot sur la responsabilité de LFI, sur la montée de l'antisémitisme et des actes qui sont commis. À force de parler ainsi, avec ses relents antisémites, profonds et racistes par ailleurs, il a créé un véritable judaïsme clandestin en France, à tel point que les différentes communautés dans les régions, dans les villes, alors même que pour Shabbat, il y avait la prière à la République, c'est une spécificité, aujourd'hui commence à remettre en cause le fait de faire cette prière à la République dans la mesure où ils sentent que la République ne les protège plus. J'aimerais qu'on parle de Gabriel Attal, parce qu'on sent qu'il tente de se démarquer du président Macron, mais sans complètement, évidemment, couper les liens. Écoutez ce qu'il m'a dit ce matin, lors d'une interview de la matinale, quand je lui dis « lui, c'est lui, vous, c'est vous », écoutez sa réponse assez sibylline. Est-ce que vous vous émancipez du président de la République aujourd'hui ? Est-ce que vous dites lui c'est lui, moi c'est moi, Gabriel Attal ? J'aime pas trop reprendre les phrases des autres. Mais bon, voilà, mais je pense ça recouvre une réalité. Chacun son identité, chacun son ADN, chacun sa méthode. Voilà, on est tous différents. Vous êtes différente de Monsieur Desarbes et voilà. Et je pense que chacun se présente devant les Français avec une identité qui lui est propre, une méthode qui lui est propre. Et ensuite, les Français décident. C'est habile, François-Olivier Gisbert, ou pas ? De toute façon, c'est la réalité. C'est la réalité, oui.
Et il est là pour longtemps. Et il commence. Il est doué. Et franchement, même en plus, là, il est assez sympathique parce qu'il tient. Pourtant, il a reçu des baffes pendant les dernières semaines, enfin, les derniers jours surtout. C'est terrifiant, même, ce qui lui arrive. Il y a quand même. Il était victime d'une tentative d'assassinat qui est en mesure de réussir. Donc, Gabriel Attal bah oui. Et là, il tient. Et je trouve qu'il il ira loin, vous verrez. Il ira très loin. Joseph, on n'a pas fini d'en parler. Il ira très loin, en effet, parce que j'en veux pour preuve que sur les affiches de campagne des candidats de la majorité présidentielle, il y a bien sûr Gabriel Attal et il n'y a pas Emmanuel Macron. Non, c'est une nouveauté, quand même, par rapport aux dernières législatives. C'est quand même... Quand on voit ça, c'est spécifiant. C'est-à-dire qu'il y a ardoise magique. Emmanuel Macron a disparu et Gabriel Attal apparaît. Mais il ira loin, je pense, le jour où il fera quand même moins de com. Et les chiens ne faisant pas des chats, c'est clair qu'il a pris du maître un peu trop de com. Il faut arrêter la com. Arnaud Benedetti, là, il fait campagne, il est sur le terrain tous les jours. Et les Français lui disent. Parce qu'il voit bien où est-ce que la com les a conduits. Non, mais globalement, quand il dit ça, même vis-à-vis d'Emmanuel Macron, tout le monde comprend que c'est une séparation. Imaginons, au lendemain de sa nomination à Matignon, jamais Gabriel Attal n'aurait dit ça. Il aurait dit « Je remercie le président de la République pour sa confiance, je suis extrêmement honoré ». Et on voit bien, en fait, il se rend compte que au-delà de la communication, le capital politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui est complètement mort. Donc il faut recréer quelque chose. C'est la raison pour laquelle Édouard Philippe l'a fait également. Lui le fait là, parce qu'il sait qu'il n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que s'il veut que son espace politique lui survive après Emmanuel Macron, et c'est-à-dire cet après a commencé le soir des européennes, et il n'a pas d'autre choix que de sortir de la figure tutélaire d'Emmanuel Macron. La guerre de succession est ouvertement, je veux dire, déclarée. Là, en l'occurrence, on l'a vu avec M. Philippe, on le voit aujourd'hui avec M. Attal qui prend ses distances, alors avec un peu plus de nuances que celle de Philippe. On voit M. Le Maire aussi, qui manifestement... Il dit la décision d'un seul homme, la dissolution. Mais enfin, tous, quand même, je veux dire, doivent une grande partie de leur carrière à Emmanuel Macron. Alors même M. Philippe qui nous dit oui, j'étais politique avant, ce qui est vrai, il était très proche de Juppé, il avait été élu maire du Havre, mais enfin il devient Premier ministre grâce à Emmanuel Macron. Gabriel Attal quand même doit son démarrage en politique à Emmanuel Macron. Alors Bruno Le Maire c'est un peu différent. Non, il existe avant. Mais je veux dire, la marque Macron, qu'on le veuille ou non, est une marque qui a marqué, j'allais dire, toute cette génération. Vous parlez au passé. Et oui, mais ils sont quand même aujourd'hui tous comptables, qu'ils le veuillent ou non, après 7 ans de pouvoir, du bilan d'Emmanuel Macron. Monsieur Devecchio a la parole. Je suis assez d'accord avec Arnaud Benedetti. Effectivement, Gabriel Attal ne manque pas de talent, mais moi, je suis plus dubitatif sur sa capacité à avoir un grand avenir. Parce que je pense, comme toujours, que la politique, c'est de la sociologie. Et moi, je suis très dubitatif sur l'avenir du bloc central. C'est-à-dire que c'était un bloc qui était porté par la génération du baby-boom, par le centre-gauche. Ce qui n'est pas le calcul de Gérald Darmanin du tout. Le centre-droit, par Alexandre. Comment ? C'est pas le calcul de Gérald Darmanin. Oui, il fait autre chose. Il essaie de récupérer les classes populaires au RN. Il fait une autre synthèse qui je ne sais pas s'il y arrivera non plus, mais qui me paraît plus habile. Aujourd'hui, oui, ils ont un électorat vieillissant. Malheureusement, la France est de plus en plus malade. Donc, ils incarnaient plutôt la France qui va bien. Donc, je crois qu'on assiste à une nouvelle forme de bipolarisation, si vous voulez, avec une gauche beaucoup plus radicale et une droite qui est différente, qui est plus populiste, qui est plus identitaire, plus conservatrice. Mais ça va changer un jour. C'est-à-dire que c'est le principe de la politique. Ouais, enfin, ça faisait 40 ans qu'on avait le centre-droit et le centre-gauche. Donc, je suis pas sûr qu'on en ait ce sera 40 ans de ce bloc. On verra. Moi, je pense que c'est une recomposition profonde. Joseph, peut-être pas avec les mêmes acteurs. Non, on a vu Gabriel Attal adopter un certain nombre d'éléments de langage qui, jusqu'à présent, appartenaient à la droite, et je pense que c'est peut-être pas terminé. Moi, ce qui me frappe avec Gabriel Attal, c'est son histoire personnelle et familiale qui lui donne une densité, qu'Emmanuel Macron n'a pas. Et ça, c'est quelque chose de... Non, le fait qu'il fait de la politique très jeune, c'est ça, c'est-à-dire il est politique, il est moins techno que Macron. Et conseil municipal, etc. Il se retrouve héritier aussi de traditions intellectuelles qui sont extrêmement solides et différentes. Donc oui, ce qui rassure, la popularité de Macron, de Gabriel Attal, parce qu'il y a quand on regarde la popularité à côté de celle d'Emmanuel Macron, c'est le jour et la nuit. C'est quand même le jour et la nuit. Ouais. Sa popularité vient aussi du fait que il donne aux gens l'impression qu'il y a toujours quelqu'un à la tête de l'exécutif, parce que ça pourrait inquiéter. Inquiéter. Il y a des gens qui ont totalement disparu. Madame Belloubet, elle a tout... Non, elle s'exprime. Il vaut peut-être mieux qu'elle disparaisse. Elle s'exprime. Non. Elle n'a jamais été là. Elle s'exprime. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Allez, vous étiez en pleine forme. Merci Franz, Arnaud, Joseph, Rachel, Louis.